Météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous. Au sommaire du Journal des Alpes ce midi, un nouvel embarcadère à Ivoire, en Haute-Savoie, pour près de 115 000 frontaliers qui utilisent chaque année la navette lacustre pour se rendre à Nyon. Une conséquence de l'évolution de la loi littorale qui va changer les habitudes. Les frontaliers qui font l'objet d'une série cette semaine dans ce journal et qui sont de plus en plus nombreux à braver les bouchons pour se rendre en Suisse chaque jour. Nous verrons comment Emmanuel, René et Jean-Luc vivent cette grande traversée quotidienne. Enfin, pas de répit côté ciel, bleu à volonté, soleil persistant et tonique, avec quelques petits cumulus sur les crêtes montagneuses et des températures toujours très clémentes, 21 à 26 degrés en plaine. Un incendie s'est déclaré à 5 h du matin dans un immeuble d'habitation à Jacob-Belcombette, c'est près de Chambéry en Savoie. Le feu a pris dans un appartement et s'est propagé à la toiture. 3 appartements sont détruits, aucun blessé, seulement 3 personnes victimes d'intoxication à la fumée. Une quarantaine d'habitants ont été évacués, certains devront être relogés. Les pompiers et les gendarmes ont pu intervenir rapidement. Écoutez l'un d'eux au micro de Nathalie Rapuc. Au plus fort de l'incendie, ce sont 35 sapeurs-pompiers qui ont été engagés en simultané sur cette intervention, avec en effet un pic d'activité sur le plan de l'intensité entre 5h30 et 7h30. La configuration du bâtiment et son organisation bâtimentaire, c'est un bâtiment qui peut paraître simple de l'extérieur, mais qui au final, compte tenu des réhabilitations qui ont pu être faites, nous ont posé un certain nombre de soucis. Et c'est vraiment un engagement très intense qui a été conduit pendant 2 heures. En Isère, Gérard Dezempte crée la polémique. Le maire de Charvieux-Chavagneux s'est déclaré prêt à accueillir des réfugiés à la condition qu'ils soient chrétiens. Un texte approuvé à l'unanimité par son conseil municipal. Le maire explique ce choix en affirmant que les chrétiens ne présentent pas de menaces terroristes, faisant allusion aux récents attentats perpétrés sur le sol français. On l'écoute au micro de Christian Deville, c'était ce matin. On sait que parmi les réfugiés, il y a des infiltrés djihadistes et on ne souhaite pas prendre ce risque-là. C'est tout simple. D'ailleurs, les infiltrés djihadistes, on est exposé, mais on comprend mal pourquoi des musulmans sont éjectés de leur pays de cette façon-là. Bien sûr qu'ils ont eux-mêmes des conflits internes entre sunnites, chiites. Moi, je ne connais pas de chrétiens qui vont prendre le train avec une kalachnikov, c'est vrai. Mais c'est l'image, parce que c'est la réalité. Donc le principe de précaution, c'est qu'effectivement, on est prêt à accueillir des gens qui sont capables de s'intégrer. Voilà, reportage ce soir, ce soir. Gérard Dezempte, maire d'Hiver Droite, réélu cette année, conseiller départemental de l'Isère, n'en est pas à son premier coup d'éclat médiatique. En place depuis 1983, il a régulièrement défrayé la chronique concernant ses prises de position sur les étrangers dans sa commune. Françoise Gué. Une nouvelle mosquée à Charvieux-Chavagneux, pas possible. En 1986, Gérard Dezempte, maire depuis 3 ans, modifie le plan d'occupation des sols et refuse le permis de construire à l'association musulmane de la commune. Sa justification, la mairie a besoin du terrain pour agrandir le centre de loisirs pour les enfants. Nous avons un besoin d'extension. J'insisterai sur le fait que le centre de loisirs est au service de tous. 3 ans plus tard, la mosquée existante est détruite au petit matin par une entreprise de démolition, soulevant la colère et la consternation de la communauté musulmane. Erreur volontaire, le maire, quant à lui, a sa version. Ce n'est pas la vocation de Charvieux-Chavagneux que d'être le phare de l'islam sur notre région. En 1991, c'est un autre fait divers qui place Gérard Dezempte sous les feux de l'actualité. Face à la demande de mariage d'une Française d'origine algérienne et d'un Tunisien en situation irrégulière, le maire demande l'expulsion du fiancé et refuse de célébrer les noces. Ce mariage équivaudrait pour lui à la régularisation de sa situation. Et il n'est pas normal qu'un élu local ait à en décider, c'est bien à l'État, bien au gouvernement de décider de cela. 2006, le maire de Charvieux-Chavagneux est condamné pour discrimination raciale. Il avait préempté le terrain qu'un couple de Français d'origine maghrébine souhaitait acheter. Le fait qu'un maire soit condamné aujourd'hui pour une discrimination, c'est vraiment une très grande victoire.
La situation en Syrie qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations. À Chambéry, Savoie, Syrie, Solidarité envoie régulièrement de l'aide aux Syriens. L'association rappelle l'urgence de rétablir la paix sur place. Elle mène un combat depuis le début du conflit syrien. C'était en 2011. Reportage Frédéric Pasquette et Céline Aubert-Aigret. J'y suis. Voici la maison de Nasr, bombardée à Daraa, où la révolution a débuté en 2011. Sa famille a dû fuir. Son frère a traversé la Syrie à pied avant de rejoindre la Hongrie. Arrivé en France, c'est une autre galère qui l'attendait. Obtenir un rendez-vous avec la préfecture pour sa demande d'asile. Pour mon frère, le rendez-vous a pris 1 mois et demi. 1 mois et demi, vous êtes sans logement. Comme je dis, heureusement mon frère, je suis là. Quelqu'un d'autre, elle va dormir dans la rue. Il y a 6 mois, cet étudiant syrien a failli être reconduit à la frontière. Mais depuis quelques jours, il a l'espoir que les conditions d'accueil changent en France. J'ai de l'espoir, oui, surtout après les déclarations de François Hollande. Il dit qu'on va accueillir 24 000 réfugiés syriens en France. Je le souhaite et j'espère accélérer la procédure de ma demande d'asile pour pouvoir continuer mes études. Emballement médiatique, prise de conscience, la photo du petit Aylan a provoqué quelque chose. Mais pour les membres de cette association humanitaire, cela ne doit pas occulter la réalité de la guerre en Syrie. La France peut faire beaucoup plus au niveau diplomatique pour essayer de trouver une solution au conflit syrien à l'origine, des racines, de traiter la situation de quelques migrants, 10 000, 11 000, 20 000, même 100 000, ça ne va pas régler le problème. D'après l'ONU, 7 millions de personnes seraient contraintes à l'exode à l'intérieur du pays. Impossible d'envoyer de l'argent. Pour les associations, seule solution, les colis de vêtements et de nourriture. Depuis quelques jours, Savoie Syrie Solidarité reçoit des messages des Chambériens qui souhaitent accueillir des familles ou parrainer un enfant en Syrie. Et à l'occasion des journées nationales de lutte contre l'illettrisme qui ont débuté hier, nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Régnier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet de l'association Savoir pour réussir en Isère et vous organisez, vous, des cafés-rencontres à Grenoble? Oui, voilà, on organise un café-rencontre demain matin à l'association, donc place Saint-Bruno, pour permettre aux partenaires de mieux comprendre, de mieux voir comment on travaille avec les jeunes donc en situation d'illettrisme. Qui sont ces partenaires potentiels? Ça peut être soit des partenaires qui accueillent des jeunes de tous bords, les missions locales, les services sociaux, les services éducatifs, et qui peut-être ignorent qu'est-ce que l'illettrisme, voilà, pour pouvoir aussi permettre à ces partenaires-là de mieux parler aux jeunes de ce qu'on fait, et pour leur dire qu'on ne fait pas du scolaire, que c'est de l'individuel, enfin toutes ces choses-là qui peuvent rassurer ces jeunes-là. Alors justement, ces choses-là, ces méthodes, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour lutter contre l'illettrisme? Le premier point, c'est d'abord travailler sur la confiance de ces gens, qui ont été voilà, à l'école pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, pour qui ça ne s'est pas bien passé, ils étaient au fond de la classe, on leur disait qu'ils étaient nuls, et ils ont fini par y croire. Donc nous, notre premier travail avec les bénévoles de l'association, c'est vraiment de leur redonner confiance, de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses, qu'ils font des choses que nous, on ne sait pas faire, et après, on peut travailler sur les savoirs de base plus facilement. Les autres populations, il y a donc les enfants pour qui ça s'est très mal passé à l'école, il y a également des étrangers, les Roms aussi, on parle souvent, sont sujets à l'illettrisme. Alors les Roms, oui, parce qu'ils ont été scolarisés en France. Les étrangers, c'est particulier. C'est vrai qu'ils sont plus souvent dans ce qu'on appelle une situation de français langue étrangère, c'est-à-dire qu'ils ont été scolarisés dans leur langue et ils arrivent en France sans connaître le français. Donc ils ont envie d'apprendre. C'est pas la même procédure et c'est d'autres associations qui s'en occupent très bien. Donc, Le pourcentage en Isère, quand on sait qu'en France, c'est 7% de la population, soit 2 500 000 illettrés, en Isère, c'est combien? En Isère, on est à 5%. On est un peu en dessous de la moyenne nationale. On est environ à 5%, ce qui représente quand même beaucoup de personnes. Les méthodes, les intervenants sont qui? Donc il y a nous, les salariés, et après on a des bénévoles donc à l'association qui sont formés par les salariés pour pouvoir accompagner les jeunes de manière individuelle. Donc voilà, par rapport au projet du jeune, sur s'il veut être peintre en bâtiment, on ne fait pas la même chose qu'une jeune femme qui voudrait être coiffeuse, par exemple. Merci, Monsieur Régnier, merci d'avoir répondu à nos questions. Changement d'habitude pour les frontaliers qui utilisaient la navette lacustre entre Champs-sur-Léman et Nyon. Dorénavant, ils devront se rendre sur le débarcadère d'Ivoire pour relier la Suisse. Une conséquence de la modification de la loi littorale qui va concerner 115 000 passagers chaque année. Ingrid Pernet, Jean-Christian Mathieu.
La cité médiévale est plutôt habituée aux flâneurs, touristes du monde entier. Mais depuis hier, Ivoire voit défiler les frontaliers du petit matin. Ce matin, j'ai fait un quart d'heure de voiture pour venir jusqu'à Ivoire, plutôt que les 5 minutes habituelles. Mais bon, voilà, on va voir à la longue si ça vaut la peine, parce que voilà, à Genève, on a les problèmes de circulation qu'on connaît, et traverser de la rive gauche à la rive droite, on en a pour en tout cas 1 heure de voiture. Quelques kilomètres de plus pour ces Suisses qui, depuis 10 ans, avaient l'habitude de prendre le bateau à Champs-sur-Léman. Un terrain trop petit, inadapté, servant de parking, et une entorse à la loi littorale sont à l'origine de ce changement. C'est vrai que certains hivers, on s'est retrouvé coincé dans la gadoue, au sens propre du terme, donc à pousser les voitures le soir à 2-3 personnes pour essayer de sortir la voiture et rentrer chez soi le soir. La préfecture de la Haute-Savoie a pris la décision de transférer la ligne sur le port voisin pour accueillir les 800 passagers par jour, transfrontaliers pour la plupart. Sur l'année, ça fait à peu près 115 000 passagers. Le tourisme à la CGN représente à peu près 30% du total du trafic et 60% est composé de frontaliers sur l'ensemble des lignes. Une clientèle fidèle qui, en 20 minutes, a rejoint la rive suisse du lac, à Niant. Que ce soit depuis Champs ou Ivoire, l'intérêt de cette navette était bien évidemment de ne pas avoir à faire le tour du lac en voiture. Et puis, c'est vraiment une qualité de voyage. Franchement, moi je viens de la région parisienne, bon, ça fait déjà plusieurs années que j'habite ici. Je peux vous dire qu'entre le métro parisien et la traversée du lac, mon choix est fait. Pour certains, c'est le prix à payer, 230 francs suisses par mois pour un confort sans stress. Pour les autres, ce sont des kilomètres en plus, un parking payant et bondé en période estivale dans l'une des communes les plus touristiques du département. Et voilà qui nous amène au deuxième volet de notre série sur la rentrée des frontaliers, 60 000 travailleurs qui franchissent quotidiennement la frontière franco-suisse. Aujourd'hui, Serge Vorette et Ingrid Pernet ont suivi le quotidien d'Emmanuel, Jean-Luc et René qui font chaque jour ce qu'ils appellent la grande traversée. Si tout va bien, on devrait mettre 3 quarts d'heure. Qui seront alors à nouveau en baisse. Par là, 5h30, dans 5 minutes on s'en va. Oh, pas plus, moins quart. Voilà. Oh non, la route est longue et on ne sait pas ce qu'on trouve sur la route. Nous sommes à Quincy, petit village au Savoyard, à 60 km de la frontière. Manuela est suisse, René est français. Ils travaillent tous les deux depuis une trentaine d'années dans une entreprise de la banlieue genevoise. Chacun pourtant prend son véhicule car René est souvent en déplacement. Et pour tous les deux, cela commence par 3 quarts d'heure de route, quand tout va bien. D'abord les virages de la montagne, avant de rejoindre plus bas dans la vallée le flot de l'ensemble des frontaliers qui partent d'année en année de plus en plus tôt. Ils sont pressés, Ils ont peur de trouver les bouchons en bas et ils essaient d'avancer le plus vite possible. En bas, c'est Genève où le nombre des travailleurs frontaliers a explosé depuis les accords bilatéraux de 2002 qui a largement simplifié l'accès au travail en Suisse. Ici, il y a, je dirais, une dizaine d'années, à cette heure-ci, il n'y avait encore personne. Enfin, personne, je dis, il y avait 5-6 voitures, ça filait. Il n'y avait qu'une voie d'ouverte encore, les douaniers n'étaient encore pas là. Tandis que maintenant, ils ont dû eux aussi avancer un peu leur temps de travail. Manuela fait aujourd'hui l'ouverture de l'entreprise. Salut Manu. Salut Jean-Luc. Ça va? Bien, toi merci, à toi. Bien. C'était un peu compliqué ce matin. Puis c'est son patron qui arrive, français lui aussi. Vous venez de loin? Ouais, Champon, je suis de Tenon et d'Évian, donc tous les jours depuis bientôt une trentaine d'années. Combien de kilomètres? 60 km à peu près. Combien de temps? 1h15 et ce matin 1h03. C'est la rentrée. Jean-Luc Favre est l'exemple à la fois d'une belle réussite professionnelle mais aussi franco-suisse. Habitant de la rive française, il a fait ses études sur l'autre rive, à l'école polytechnique de Lausanne, puis toute sa carrière à Genève, en grande partie dans le groupe ABB Sécheron. On a dans cette entreprise à peu près 400 personnes, une vingtaine de nationalités différentes, à peu près la moitié qui viennent de l'autre côté de la frontière, donc des frontaliers européens, et puis incluant aussi des Suisses qui habitent en zone frontalière, puisqu'on sait que c'est un phénomène important aussi, puisque Genève n'a pas construit assez de logements, donc en conséquence ne peut pas loger tous les Suisses qui seraient amenés à vivre sur le territoire. Ce qui fait qu'effectivement, les clichés qui consistent à rejeter l'autre sont pour moi anecdotiques.
Le groupe a connu des restructurations, mais sa souplesse toute américaine lui a permis depuis 10 ans de rembaucher près de 200 personnes et de devenir leader mondial du transformateur embarqué. Il gère également un parc de maintenance. C'est le travail hyper spécialisé de René, aujourd'hui au CERN, demain dans le Valais, le Jura ou le Tessin. Une vie très nomade, la semaine, qui lui permet encore plus d'apprécier son retour au village. Alors là, il y a les salades. Là, il y en a encore 2-3, là, j'ai pas fini, là. Moi, je suis né à Quincy, puis là, c'est la maison des grands-parents. Ça serait dur de partir d'ici, quoi. Voilà, puis en plus, j'ai la chance d'être souvent aussi à l'extérieur, voilà. Alors donc, quand je reviens, c'est que mieux. En 1976, ils étaient 20 000 à faire comme Manuela, René et Jean-Luc la grande traversée. Ils sont aujourd'hui 60 000. Tous ne viennent pas d'aussi loin, mais tous n'ont pas non plus le même ancrage à leur territoire. Une Iséroise nommée maître d'art par le ministère de la Culture et de la Communication. Une distinction rare qui est décernée à 9 personnes chaque année. Et parmi elles, donc, Céline Bonneau-Dicon, conservatrice, restauratrice de cuir à Moiran en Isère. Nathalie Rapuc et Antoine Marnas l'ont rencontrée. Tout droit ressurgi du passé, ces chaussures en cuir ont été remises entre les mains expertes de Céline. Cette restauratrice tente par un protocole bien précis de leur redonner forme. Alors là, je suis en train de consolider en fait les parties basses de la chaussure, donc la semelle, pour être sûr qu'elle va supporter la remise en forme que je vais faire. Ces chaussures ont été traitées à une époque avec un produit qui aujourd'hui assèche le cuir. Trouvé au 19e siècle, cet objet, comme tous les autres dans cet atelier, a une histoire. Ces chaussures, elles ont été découvertes sur un site archéologique en Égypte. Et d'après la forme de la chaussure, la typologie des décorations, on pense qu'elles datent du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc elles sont de l'époque copte de l'histoire de l'Égypte. Donc ce sont des chaussures qui sont quand même très anciennes et qui sont dans un état de conservation assez remarquable si on imagine leur âge. Depuis 10 ans, Céline restaure toutes sortes d'objets en cuir sur place dans son atelier ou dans les musées et même dans les châteaux. Un savoir-faire qu'elle est la seule à détenir en France. Ce qui lui vaut aujourd'hui le titre de maître d'art. Une réussite malgré les réticences de ses professeurs à l'époque. Je suis heureuse d'avoir fait ce choix, surtout que ça me permet de voir une très grande diversité d'objets, de ne pas tomber dans la routine, parce qu'un objet archéologique ne présente pas les mêmes problèmes qu'une tenture murale, enfin des objets en cuir de Cordoue ou que des objets mobiliers. Et c'est ce qui fait l'intérêt de venir travailler tous les jours. C'est ici que les pièces sont entreposées. Des objets qui font appel à de nombreuses compétences, comme ce devant d'autel. Alors, quand on a des scènes figuratives comme ça, qui sont un peu délicates, on va dire, souvent je fais appel à des collègues qui sont restauratrices de peinture, de toile, parce que là on voit que la tête du Christ notamment est quand même très lacunaire, donc il va falloir reconstituer. Pour le reste, c'est un travail de nettoyage, de consolidation qu'on fait habituellement, avec comblement des lacunes, doublage des déchirures. Marie assiste régulièrement Céline. Grâce au titre de maître d'art, Céline va pouvoir transmettre l'excellence de ses savoirs et savoir-faire dans la restauration d'objets en cuir. Et enfin, on vient d'apprendre qu'une personne a été interpellée, placée en garde à vue suite à l'incendie d'un immeuble de Jacone-Belcombette dont je vous parlais tout à l'heure. On en reparlera bien sûr dans le journal de ce soir, le 19h, qui vous sera présenté par Pauline Allo. Bonne journée à tous.